Alors, bonsoir tout le monde, je suis vraiment honoré et ravi d'être là. Merci pour la présentation et j'espère pouvoir répondre à quelques questions qui peut-être traversent vos esprits. Surtout que la Syrie, on la présente comme un conflit extrêmement complexe, difficile à comprendre, qui fait partie de ce Moyen-Orient compliqué dans lequel les conflits ne cessent de se produire, reproduire. Donc je vais tenter de montrer qu'on peut comprendre ce qui se passe en Syrie, que ce n'est pas si compliqué que cela, je vais essayer, si vous le permettez au début, d'inscrire un peu le moment que vit le monde arabe aujourd'hui dans son histoire moderne, dans la continuité d'autres moments qui ont été fondateurs. Et cela fait presque un siècle que cela a commencé, puisqu'on est en 1917, donc c'est un siècle et un an. Je pense que nous sommes en train de vivre, et là je commence, avant de parler de la Syrie même, je pense que nous sommes en train de vivre un cinquième moment fondateur dans l'histoire contemporaine du monde arabe. Le premier moment fondateur, c'était celui de la Première Guerre mondiale, parce que durant cette Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, qui était l'empire qui pendant 4-5 siècles unifiait le territoire de toute cette région-là, qu'on appelait les provinces arabes de l'Empire ottoman. Durant cette guerre, il commence son déclin, et en fait, avec la fin de la guerre, il va être mort cliniquement, politiquement. L'Empire ottoman ne va plus exister. Et durant la Première Guerre mondiale, les forces coloniales vont signer des accords, il y aura des cartes qui vont commencer à apparaître, il y aura des promesses qui vont être faites à différents courants, à différentes tendances. Donc, premier moment fondateur, c'est celui qui va aller de 1915 jusqu'à 1920-21. Et ça, c'est un moment où McMahon, qui était un responsable britannique basé au Caire, va promettre au gouverneur de Mecca, la ville sainte de l'islam, va lui promettre que si jamais il se révolte contre l'Empire ottoman, cela va mener peut-être à l'établissement d'un État arabe que Hussein lui-même allait diriger. Les Britanniques cherchaient, à travers ce genre de promesses, de diviser l'Empire ottoman, de créer un problème à l'intérieur de cet empire, qui était allié avec l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois contre la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Et cela va commencer en fait, et la révolution arabe contre les Ottomans allait débuter après l'échange que McMahon et Hussein avaient initié en 1915. En même temps, les Français et les Britanniques négociaient un accord pour diviser le Proche-Orient, ou pour diviser le Levant, c'est-à-dire la Palestine, le Liban, la Jordanie, l'Irak et la Syrie, en deux zones d'influence, en deux zones qui vont être des zones de mandat, français comme britanniques. Donc, en parallèle à la correspondance avec Hussein, les Britanniques faisaient autre chose, donnaient d'autres promesses, avec les Français cette fois, qu'avec la défaite de l'Empire ottoman, nous allons se partager cette région. Il y aura un mandat français, un mandat britannique. La France aura le Liban et la Syrie comme les deux territoires sur lesquels le mandat va s'établir. Et la Grande-Bretagne aura la Palestine, la Transjordanie, la Jordanie d'aujourd'hui, et l'Irak. Avec des nuances, la carte irakienne n'était pas la même. Il y aura pas mal de travail pour retravailler la carte, parfois avec des justifications que la sociologie peut peut-être trouver, et parfois par coïncidence où un trait va déplacer un village d'un futur État à l'autre. 1917, une troisième promesse qui contredit également les deux premières, c'est celle que les Britanniques ont fait, c'est exactement il y a un siècle, au mouvement sioniste. Mouvement sioniste, c'est le mouvement nationaliste juif qui était en Europe, comme quoi la Palestine connaîtra la création où elle sera, sans déterminer si ça va être toute la Palestine, une partie, quel sera le sort des Palestiniens, mais il va y avoir une question d'un État ou d'un foyer national juif pour le mouvement sioniste et pour encourager l'immigration des Juifs européens vers cette terre-là. Donc ça va être aussi le début de ce qui sera le conflit israélo-palestinien, israélo-arabe. Donc, durant la guerre mondiale, tout cela va avoir lieu et aura des conséquences plus tard, avec en plus des conférences et des ententes pour finaliser les cartes et pour créer les États-nations que le Moyen-Orient va connaître après. Deuxième moment fondateur,
c'est 1947-1949, parce que c'est la résolution onusienne qui fait la partition en Palestine entre l'État juif et l'État arabe qui n'aura pas lieu. C'est la première guerre israélo-arabe, la défaite des armées arabes, l'établissement de l'État d'Israël, et en plus, c'est un moment qui va mener à des coups d'État militaires dans plusieurs pays arabes. Se justifiant par la lutte pour la Palestine, par la défaite humiliante de 1948, plusieurs officiers qui avaient d'autres ambitions, et pour d'autres raisons également, reliées à la sociologie de chaque pays, vont commencer des séries de coups d'État. Le plus connu, le plus fameux, c'est celui de Nasser en Égypte, qui va établir à partir de 1952 une tradition que plusieurs officiers vont suivre dans d'autres pays arabes. Donc il y aura, à partir de là, en 1958, un coup d'État en Irak, puis en 1963, un coup d'État en Syrie. Également, il y aura un autre coup d'État en Irak, puis en 1969, un coup d'État en Libye qui va amener Kadhafi. Il y aura Saleh au Yémen qui faisait partie aussi d'une élite militaire qui va prendre le pouvoir. Il y aura Noumairi au Soudan. Donc toutes les républiques arabes et quelques monarchies vont connaître des coups d'État militaires qui vont changer les élites au pouvoir. Et toutes ces élites-là vont imposer des états d'urgence, dans le sens où dans tous ces pays, il n'y aura plus de possibilité de créer des partis politiques. Les tribunaux militaires gèrent toutes les affaires des citoyens comme des militaires. Il n'y a pas de possibilité d'organiser des manifestations. La liberté d'expression va être étouffée avec une seule chaîne de télé, une seule presse officielle, avec un service militaire obligatoire. Et dans des cas extrêmes, comme le cas de la Syrie ou de l'Irak, sous le parti Baas, qui est un parti issu du nationalisme arabe, il y aura en plus un modèle qui ressemble au modèle aujourd'hui de la Corée du Nord, c'est-à-dire les étudiants, et avant cela les élèves, ils portent tous des uniformes, il y a toujours le portrait du président qui est salué, il y a un culte de la personnalité, et la société est tout à fait complètement dominée par un État surpuissant et avec une économie souvent adoptant le socialisme dans sa version soviétique. Donc, le troisième moment va venir en 1973, et là, c'est un moment fondateur également, parce qu'en 1973, c'est la dernière guerre entre les États arabes et Israël. Le conflit israélo-palestinien va devenir, après cette guerre-là, un conflit du côté arabe géré ou dirigé par des organisations non étatiques. L'OLP palestinienne, puis le Hezbollah libanais, puis le Hamas palestinien, mais c'était la dernière guerre entre les armées arabes, des États arabes et l'État d'Israël. L'Égypte sort du conflit, il y aura après les accords de Camp David de paix, et sans l'Égypte, le conflit change complètement d'allure et de configuration, donc on passe à autre chose. Mais 73, c'est aussi un moment fondateur parce que c'est le boom pétrolier, et donc les revenus du pétrole vont permettre aux monarchies du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, à devenir des acteurs importants sur la scène régionale. Ils vont s'enrichir avec ce boom pétrolier-là. Et c'est aussi le moment où l'islam politique, et j'y reviendrai, va faire son entrée et va commencer sa montée en plus dans la région avec un lexique nouveau, avec un logiciel qui n'était pas tout à fait logiciel dominant avant. Donc c'est un changement très important qui va avoir un quatrième moment qui le succède en 1979, parce que c'est la révolution en Iran, parce que la version chiite de l'islam va avoir son modèle, sa république, en Iran, avec une volonté d'exporter la révolution iranienne vers les pays arabes où il y a des communautés musulmanes chiites. L'islam est divisé, comme le christianisme, entre deux branches, le chiisme et le sunnisme. La majorité des musulmans dans le monde sont sunnites, près de 85%. Les chiites donc sont minoritaires. Et à l'origine, c'était juste une question politique. Qui devait succéder à Mohammed, le prophète de l'islam, après sa mort? Est-ce que ça devait être Ali, son gendre et son cousin, comme le souhaitait ceux qui soutenaient Ali, et qui seraient qualifiés plus tard de chiites, de shia, ou bien ça doit être les 4 califes, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar et Othman, comme la majorité des musulmans l'avaient accepté autant. Donc c'était une question politique et qui va réapparaître dans les années 70, encore une fois comme une question politique. Ce n'est pas une question véritablement théologique, parce que la plupart des sunnites et des chiites ne connaissent pas les différences entre sunnisme et chiisme, comme probablement la plupart des Grecs orthodoxes, disons, ou des Grecs catholiques. Donc c'est une question surtout politique. Et ce moment-là, après 79,
va mener à des guerres dans la région du Golfe, Irak-Iran, puis Irak-Koweït, il y aura des invasions américaines que vous connaissez, 2003, il y aura la montée d'Al-Qaïda entre-temps, parce qu'en Afghanistan, l'armée soviétique avait envahi le pays en 1979, et c'était le moment où le terme djihad va être utilisé pour la première fois par ceux qui allaient combattre l'Union soviétique là-bas, et c'est ainsi que Al-Qaïda d'ailleurs a été formé dans ce pays-là. Toute cette histoire a créé plus tard un statu quo dans lequel, si on regarde juste les têtes des régimes arabes, on voit que dans le cadre républicain, il y a des présidents qui voulaient devenir des présidents éternels, qui ne voulaient pas quitter le pouvoir, qui avaient modifié la Constitution, qui, quand ils mouraient, voulaient que le pouvoir passait à leurs enfants, donc un cadre monarchique dans la République. Il suffit juste de regarder les dates. Kadhafi est au pouvoir, ou bien était en 2011 au pouvoir depuis 1969, donc 42 ans, pouvoir absolu, et d'ailleurs il préparait son fils pour le succéder. Assad, fils, avait succédé à son père en 2000, et son père avait pris le pouvoir en 70, donc également aujourd'hui ça fait 47 ans que la famille Assad est au pouvoir, et en 2000 quand Assad, fils, a pris le pouvoir, il n'avait même pas l'âge constitutionnel pour devenir président, parce que la constitution syrienne stipule que le président doit avoir 40 ans, Assad, fils, avait 34 ans, donc la solution, tout simplement, c'était de modifier la constitution, de rendre l'âge 34 ans pour permettre l'ascension d'Assad au pouvoir. Et les ascensions au pouvoir ne se font pas par élection, ils se font par référendum. Dans la plupart de ces pays, le référendum, c'est-à-dire oui ou non. Il n'y a pas d'autres candidats, il n'y a pas une campagne électorale, il n'y a pas de débat comme celui qu'on a vu hier. Il y a juste un candidat et les gens, oui ou non, évidemment, rares sont ceux qui vont oser mettre non ou bien qui vont même s'abstenir parce que les services de renseignement obligent la plupart des gens à aller voter, à attendre, à montrer que le président est populaire, il est légitime. Les gens attendent même pour aller voter. Et quels sont les résultats, d'habitude, dans les référendums? C'est une métaphore dans le monde arabe. On dit que ce sont les élections de 99,99%. Parce que le résultat est toujours comme ça. Assad, fils, a voulu montrer qu'il est d'une autre génération, qu'il est plus modeste. Donc il a accepté que le résultat soit 97,96%. Son père était 99,99%. Le seul qui a osé aller jusqu'à 100%, c'était Saddam en Irak, où juste avant l'invasion américaine, il avait été élu entre guillemets évidemment, avec 100% des votes, et les services ou les rapports disaient qu'il n'y avait même plus d'encre pour montrer qu'on a élu, donc les gens se blessaient pour le faire avec leur sang, tellement ils étaient fidèles et loyaux au dictateur. Donc ce genre de comportement avait reprimé les sociétés, avait écrasé même les sociétés pendant très longtemps. Donc Kadhafi 69, Assad 70, Saddam était au pouvoir depuis 79 d'ailleurs, Ben Ali en Tunisie depuis 87, Moubarak en Égypte depuis 81, et il essayait de préparer son fils, Saleh au Yémen depuis 78, n'en parlons pas évidemment des monarchies arabes où également ils s'éternisent au pouvoir jusqu'à la mort de chaque monarque, mais de toute façon c'est un autre système et c'est un autre cadre. Tout cela va commencer à changer en 2010, 2011, avec les révolutions arabes, Tunisie, Égypte, Yémen, Libye, Bahreïn et puis la Syrie. Chaque pays a eu son scénario. Il y a peut-être aujourd'hui, c'est encore tôt pour faire des conclusions, pour évaluer ce qui s'est passé. Peut-être on peut dire que c'est un succès relatif en Tunisie. Ça a été un échec en Égypte parce qu'il y a eu une contre-révolution et les militaires sont revenus au pouvoir avec le général Sisi qui est aujourd'hui président. Ça a été en Libye au début avec un peu d'espoir, puis le chaos et le fait que sous la dictature et pendant 42 ans, il n'y avait aucune institution, aucune expérience politique, aucun parti politique, et sans une aide après pour le processus de transition, le pays a éclaté, il sombre aujourd'hui dans le chaos, il y a des conflits, donc c'est également un scénario triste. Le Yémen, après quelques mois, disons, d'espoir et de transition politique, une guerre a éclaté avec des interventions, dont l'intervention saoudienne qui se déroule encore, qui continue. Le Bahreïn, c'était dès le début une révolution qui a été écrasée par le régime en place, soutenu par les monarchies du Golfe. Et puis la Syrie, c'est le conflit qui va susciter le plus d'émotions, qui va être le plus dur, le plus violent, le plus difficile, et qui va diviser partout.
On voit que dans des familles politiques de gauche comme à droite, on voit que dans certaines sociétés arabes, comme en Occident, les gens sont partagés. Est-ce que Bachar c'est mieux que les autres? Est-ce qu'il faut soutenir les autres? Qui sont les autres? Est-ce que vraiment c'est une révolution? N'est-ce pas une théorie de complot qui essaye de dire que non, tout est préparé par les États-Unis? Certains parlent d'intervention, mais quand on parle d'intervention, ils ne pensent pas à la Russie, ils pensent aux Occidentaux. Donc plein de questions vont commencer à apparaître, à susciter des débats, des divisions, quand le conflit syrien a éclaté. Ce conflit syrien, qui a commencé, et je le rappelle, là c'est juste c'est l'indépendance du pays 46, le Baas prend le pouvoir 63, la famille Assad depuis 70, donc ce que j'avais dit par rapport à la volonté d'écraser la société, de la rendre invisible, était la politique officielle, avec sous Bachar al-Assad une libéralisation économique sans libéralisation politique, ce qui se disait autant, et je pense que la semaine prochaine, M. Sakhr Achaoui va parler de l'expérience de son groupe, c'est-à-dire la déclaration de Damas. Ce qui se disait en Syrie entre 2000 et 2005, bien avant la révolution, bien avant tous les développements, c'est qu'on va opter à un modèle chinois. Ce modèle chinois consiste à libérer l'économie, à privatiser, à permettre des initiatives dans le secteur privé, mais on garde le champ politique fermé sous contrôle. Donc pas de liberté, pas de démocratisation, juste une libéralisation. Et avec l'éclatement de la révolution en 2011, il y a eu 6 étés depuis pour expliquer rapidement comment les choses ont évolué d'une révolution pacifique à une guerre totale aujourd'hui. Il faut se rappeler que exactement il y a 6 ans, en mars 2011, les premières manifestations ont éclaté en Syrie. De grandes manifestations qui avaient commencé dans la ville de Daraa, dans le sud du pays, puis il y aura des manifestations presque dans tout le pays, avec une concentration de ces manifestations dans les périphéries des grandes villes, dans les zones rurales, sur la périphérie de la Syrie même. La plupart des gens qui sortaient dans les rues, c'était soit des jeunes, issus d'une nouvelle génération, qui voulaient juste tourner la page de la dictature, qui voulaient, comme vous, marcher la tête haute, qui réclamaient la dignité, la liberté, la démocratie. Il y avait également des gens issus de milieux sociaux pauvres et appauvris par la libéralisation de l'économie sous Bachar al-Assad, surtout dans les zones rurales qui ont été frappées par les politiques du régime, par le fait que le budget de l'agriculture était en chute libre depuis qu'il a pris le pouvoir, par une sécheresse qui a déplacé une partie de la population. Et il y avait aussi des anciens opposants qui avaient passé des années et des années dans les prisons. Il y a eu à l'extérieur de la Syrie, parmi les Syriens exilés, parmi les Syriens qui étaient déjà des réfugiés politiques, en France, en Allemagne, dans certains pays arabes, il y a eu également une mobilisation. Toute une société était en train de renaître entre mars et août 2011, il y a exactement 6 ans. Le régime a riposté dès le début avec une violence extrême qui ciblait les gens dans la plupart des zones où les manifestations avaient lieu. Cette répression féroce avait déjà fait, août 2011, plus de 6 000 morts, juste les manifestants, plus de 6 000 morts et 5 à 6 000 disparus, d'autres que ceux qui ont été blessés, qui ont été torturés. D'ailleurs, on parlera plus tard, mais il y a beaucoup de rapports sur l'industrie de la mort dans les geôles du régime, c'est-à-dire la volonté de torturer pour tuer, et pas seulement pour arracher des informations. Et je vous conseillerais, si vous voulez, après, une certaine littérature carcérale sur l'expérience humaine dans les prisons syriennes. Il y a eu plein de romans traduits en français qui ont été publiés à Paris il y a longtemps, avant même la Révolution, et il y a d'autres récits qui commencent à apparaître aujourd'hui. Donc la riposte du régime extrêmement violente va mener, et ça c'est un tournant, le premier été 2011, va mener à une militarisation de la révolution. Beaucoup de jeunes qui manifestaient pacifiquement ont considéré qu'il n'y a plus d'autre choix que de prendre les armes, car le régime avait réussi à occuper les places publiques en utilisant les chars, les véhicules blindés. La répression barbare des manifestants qui avaient fait des milliers de morts a également paralysé une partie de la société qui voulait continuer à manifester. Certains parlaient de la lutte armée comme la seule option. Puis il y a eu des défections
de l'armée du régime. Il y a eu 20 à 25 000 jeunes qui faisaient leur service militaire, ou bien qui étaient des soldats et des officiers, qui ont fait défection en refusant de continuer à tirer sur les manifestants. Et ils ont constitué un groupe appelé l'armée syrienne libre. Cela avec également la violence inouïe qui se poursuit, va mener au début des combats, été 2011, un tournant, parce qu'on passe d'une phase pacifique à une phase qui va continuer pacifiquement, mais en parallèle, il y a une lutte armée qui commence à s'annoncer et qui commence à contrôler même certaines régions. Des casernes sont attaquées pour prendre les munitions et les armes, afin que la lutte armée puisse continuer. Donc on passe à un conflit, à une lutte qui n'est plus pacifique comme au début. Pour les Syriens, c'était forcé. Maintenant, on peut discuter si cela était le bon choix, est-ce qu'il était le seul choix. Je pense qu'il était le seul choix, mais de toute façon, le régime va essayer d'accélérer même le rythme de la répression avec cette militarisation-là. Et on arrive au deuxième été où il va y avoir un changement dans la configuration du conflit, c'est l'été 2012. Parce que durant cet été 2012, l'opposition va tenter de contrôler la capitale Damas et la deuxième ville du pays, Alep, qui est la capitale économique. À Alep, ils vont réussir à contrôler la moitié de la ville, tandis que Damas, ils vont échouer militairement. Les forces du régime vont repousser les combattants qui ont essayé de contrôler les quartiers sud. Mais c'est un été aussi très important parce que à ce moment-là, les combattants du Hezbollah libanais, qui est un parti libanais chiite, pro-iranien, vont être mobilisés par l'Iran pour rentrer en Syrie et défendre le régime dans les zones où il montrait une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité militaire. Ils seront présents sur le terrain. C'est également l'été où le régime va commencer à utiliser son aviation et va également utiliser les missiles Scud, ce sont des missiles balistiques à longue portée. L'usage de l'aviation était un tournant extrêmement important et dangereux parce qu'à partir de là, on voyait la non-fermeté occidentale et internationale par rapport à la Syrie, puisque les Occidentaux qui ont dit qu'ils soutiennent l'opposition syrienne ont refusé quand même, surtout les Américains, de fournir à l'opposition militaire des missiles sol-air, qui auraient pu probablement tout changer, parce que sans missiles sol-air, l'aviation du régime avait un ciel ouvert, libre, elle bombardait partout dans le pays, toute zone qui sortait du contrôle du régime, il y avait une politique, une stratégie de pourrir la vie dans cette zone-là pour montrer qu'il n'y a pas d'alternative, pour montrer qu'il n'y a pas de laboratoire politique qui peut émerger, pour dire que soit vous vivez sous le contrôle du régime, soit c'est l'aviation, les missiles Scud qui vont vous toucher là où vous êtes. Et c'est à partir de là aussi où la crise des réfugiés va commencer, où les déplacements internes au début, puis vers l'extérieur, vont commencer sans que l'opposition puisse se défendre. Et ça, c'est bien avant l'apparition des djihadistes ou la montée en puissance des islamistes. Et je ferai une petite clarification, une distinction entre islamistes et djihadistes, parce que maintenant le terme est utilisé d'une manière qui n'a aucun sens politique ou scientifique. Donc 2012, un deuxième été meurtrier et les choses vont changer. Puis, à la fin de 2012, c'est l'arrivée de ces fameux djihadistes qui traversaient la frontière turque parfois, en provenance de l'Europe, ou qui venaient surtout de l'Irak, où ils étaient déjà présents et déjà en combat avec les Américains qui occupent le pays depuis 2003. Qui sont ces djihadistes et quelle est la différence entre un islamiste et un djihadiste? Alors, pour rendre les choses très simples, un islamiste, c'est un militant politique qui considère que l'islam n'est pas seulement une religion, ou bien n'est pas seulement, je veux dire, une religion avec un aspect spirituel ou avec des valeurs sociales. Il considère que l'islam est aussi une source de législation politique, que l'islam peut gouverner, que l'islam peut offrir un modèle de gouvernance, de gouvernement. Pourquoi? Parce que Mohammed, avant de mourir, a réussi à Médina à établir un gouvernement et à rédiger une constitution. Et parce qu'après Mohammed, les 4 successeurs ont continué dans la même logique. Donc, contrairement, dans ce cas-là, au christianisme, où Jésus est mort, il s'est sacrifié sans gouverner, il n'était pas un chef politique. Mohammed était un chef politique, en plus du fait qu'il était, pour ceux qui croient en lui, un messager de Dieu. Donc,
pour les islamistes, ils considèrent qu'ils ont un modèle et que ce modèle-là peut inspirer le 21e siècle, le 19e siècle, le 18e siècle. Ils se basent sur le modèle du 7e siècle et puis ils disent qu'à partir de ce modèle, on peut après voir comment l'adapter avec la réalité d'aujourd'hui. D'accord ? Il y a des Syriens qui approuvent cela et il y a beaucoup de Syriens qui sont opposés à cela, qui considèrent que le système politique doit être laïque et que la religion n'est que la relation entre l'individu et son Dieu, puis il peut y avoir des rituels, des événements sociaux, des solidarités, de la charité musulmane, mais beaucoup de Syriens de l'opposition sont opposés au projet islamiste, d'autres le considèrent comme légitime ou comme une possibilité pour la Syrie. Ça c'est un. Maintenant, qui sont les djihadistes? Les djihadistes ne sont pas concernés par tout ce débat-là. Les djihadistes ne sont pas concernés par la territorialité des causes et par la temporalité des causes. C'est-à-dire, un islamiste syrien, il considère l'islam comme une référence, mais pour la Syrie, il s'investit dans le territoire syrien. Il est concerné par la cause politique, temporelle, syrienne. Un djihadiste, il est au-delà de tout cela. Il considère que le djihad est un devoir qui peut se faire n'importe où, partout où les conditions se réunissent. Donc, il n'est pas concerné par la cause syrienne, comme il n'était pas concerné par la cause irakienne, ou par la cause afghane, ou par la cause au Mali. Il est concerné par la lutte, le combat, là où cela est possible. C'est pour ça qu'ils voyagent d'un territoire à l'autre, ils essayent d'imposer leurs règles et leur autorité là où cela est possible. Certains étaient en Afghanistan, d'autres en Irak, ils viennent en Syrie, ils partent au Mali, ils peuvent frapper en France, ils peuvent aller là où ils considèrent que l'ennemi est présent. Donc les causes nationales ne les intéressent pas, les causes territoriales ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est cette idée d'une guerre sainte qui peut aller là où les conditions se réunissent, c'est-à-dire là où ils définissent l'ennemi comme étant un ennemi de l'islam. Et la plupart des gens pour eux sont des ennemis de l'islam, y compris les musulmans eux-mêmes, qui ne sont pas pour eux suffisamment musulmans. C'est pour ça que la plupart de leurs victimes, contrairement à tout ce qui se dit dans les médias, sont des musulmans. Et parfois même des musulmans pieux. Et parfois même des islamistes. Mais donc juste gardez ça en tête qu'il y a une différence entre les deux. Ça c'est important. Et la deuxième chose aussi qui est importante à signaler là, c'est que sous tous les régimes arabes, puisqu'il n'y avait pas des possibilités d'échanger comme on est en train de le faire maintenant, puisqu'il n'y avait pas des réunions publiques, il n'y avait pas des conférences, il n'y avait pas des rassemblements, il n'y avait pas des sit-ins, il n'y avait pas des manifestations, les seuls lieux où les gens pouvaient se rendre pour se rencontrer, pour échanger des regards, pour considérer qu'ils sont à l'abri de la machine de répression, c'était soit les stades de foot, soit les mosquées. Les mosquées parce que les gens prient, ils savent qu'il peut y avoir des agents des services de renseignement dans ces mosquées-là, mais quand même ils sentent qu'il y a une puissance spirituelle, une solidarité entre les gens présents. Donc ils se retrouvent là-bas et ils se sentent un peu à l'abri de la machine répressive. Les stades de football, c'est à peu près la même chose. Et ce n'était pas une coïncidence de voir que dans le cas égyptien, par exemple, les manifestants qui ont protégé Maïdan Tahrir ou la place Tahrir durant la révolution en 2011 étaient surtout les ultras, les hooligans des clubs du Caire de football qui ont fait face tenu tête à la police que le régime avait envoyée pour écraser les manifestants. Ce n'est pas non plus une coïncidence qu'en Syrie, beaucoup de jeunes qui dirigeaient les manifestations pacifiques étaient des joueurs de foot, parfois de renommée ou d'une certaine popularité, parce qu'il y a cet échange, cette fusion parfois dans les stades, entre les supporters, entre les fans, qui permet ce qui va au-delà du sport lui-même, vers une certaine solidarité sociale et qui s'est traduite d'ailleurs durant ces révolutions-là. Donc 2012, pour revenir à ces 6 étés et ces 6 tournants en Syrie, était un été de changement, de modification de la donne. Les djihadistes qui arrivaient n'étaient pas encore une force bien organisée, mais s'il était clair que l'agenda de la lutte syrienne n'était pas la leur et qu'ils avaient un autre projet en tête qui va malheureusement compliquer la vie des Syriens et rendre leur cause ou la question syrienne un peu moins populaire, disons, parmi ceux qui prétendaient être leurs amis ou leurs soutiens. Été 2013 est le 3e été et le grand tournant, parce que cet été-là, c'est pour la première fois, d'une manière vérifiée et annoncée, que l'arme chimique est utilisée. Le président américain Obama avait émis une seule ligne rouge en Syrie, c'est que l'usage des armes chimiques ne sera pas autorisé et que si jamais cette ligne rouge est franchie,
les États-Unis allaient réagir, de même que la communauté internationale. Il y avait déjà des rapports sur l'usage de l'arme chimique dans la ville de Homs, qui est la troisième ville du pays. En décembre 2012, il y a eu des enfants, des femmes, des hommes brûlés qui ont été transportés à des hôpitaux au Nord-Liban avec des brûlures qui semblaient être soit du phosphore, soit de l'arme chimique. Puis il y a eu un rapport qui a été validé par des laboratoires européens, comme quoi l'arme chimique a été utilisée, notamment le gaz sarin, en avril-mai 2013 dans la localité de Jobar à Damas, là où aujourd'hui se déroulent des combats acharnés contre des combattants de l'opposition. Même des journalistes du Monde avaient amené avec eux des échantillons d'urine, de sang, de cheveux et de la terre pour prouver que c'était là-bas où l'usage a été fait. Aucune réaction. Puis, été 2013, 21 août, en 2 heures, plus de 1460 Syriens et Syriennes, surtout des enfants et des femmes, ont été tués par une attaque chimique. Cette attaque chimique, elle a fait beaucoup de discussions. Est-ce que la communauté internationale allait réagir? Qui prouve que c'est le régime qui l'a utilisé? C'est peut-être les rebelles qui ont orchestré cela pour que le monde intervienne. Certains, sur les plateaux de télé, disent qu'on n'a aucune preuve, que c'est le régime qui est derrière cette attaque, donc il ne faut pas intervenir. La France, où le président français était prêt pour intervenir, les Américains disaient oui, mais on va voir avec les Russes. Finalement, aucune intervention n'a été faite. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a validé un rapport par les Nations Unies que l'arme chimique a été utilisée. La condition russe pour ne pas émettre un veto contre ce rapport-là, c'était de ne pas préciser qui a utilisé l'arme chimique. C'était de dire juste, est-ce qu'il y a usage ou pas? Donc il y a eu une confirmation de l'usage, mais il ne fallait pas préciser le responsable. Et pour les Russes, c'était évident, ils le savent très bien que c'est le régime qui l'avait commis, et puisqu'ils sont les protecteurs du régime, ils ne voulaient pas que ça soit officiel et déclaré par la plus haute instance mondiale, ce qui nécessiterait après un usage de force ou des sanctions plus sérieuses. Donc l'attaque chimique est passée impunie. Il y a eu après un accord entre Américains et Russes, et ça c'est un accord qui est extrêmement pervers dans le sens du droit international, parce que selon ce rapport-là, selon cet accord-là, pardon, si l'accusé du crime rend l'arme du crime, il n'aura pas de sanctions, pas de châtiment, pas de justice. Donc Assad, qui avait lui-même, la veille de l'attaque chimique, nié la possession de son État d'armes chimiques, a accepté de rendre 1400 tonnes du gaz sarin à la Commission internationale des armes chimiques, ou je ne sais pas le mot ou le titre technique de cette agence-là. Il a accepté de rendre 1400 tonnes du gaz sarin. Et en revanche, il n'y aura pas de sanctions, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas d'intervention, il n'y aura même pas de tribunaux qui allaient enquêter, qui allaient demander qui sont les officiers qui ont donné les ordres, qui sont ceux qui ont exécuté. Et donc, ça c'est pour les Syriens, était l'été le plus tragique. Et si on regarde comment le départ des Syriens de la Syrie s'est développé, on voit qu'à partir de l'été 2013, un sentiment que la Syrie est totalement abandonnée, que le conflit allait durer, allait continuer, sans aucune réaction de la part de la communauté internationale. On voit qu'à partir de ce moment-là, des millions de Syriens ont quitté le pays pour aller dans les pays voisins où certains vont essayer d'aller vers l'Europe, vers le reste du monde. 2014, encore une fois, l'été va être un été d'un changement dramatique, puisque c'est Baghdadi, le chef de Daesh, de l'État islamique, qui va déclarer le califat, qui va établir ce qu'il nomme l'État sur une partie de l'Irak et une partie de la Syrie. Et donc un troisième acteur, l'acteur djihadiste, va s'investir sur la scène syrienne. Il y a l'opposition, qui est formée de groupes laïcs, d'autres islamistes, etc. Il y a le régime et ses alliés, Hezbollah libanais, l'Iran et la Russie qui le protègent et qui l'arment. Et puis il y a les djihadistes
qui sont une troisième force, et qui veulent établir leur modèle, et qui se battent contre l'opposition, parce qu'ils prennent des zones que l'opposition contrôlait déjà, puis contre le régime, et puis contre les Kurdes, donc contre tous ceux qui peuvent être en face d'eux, et qui peuvent être considérés comme ennemis. Ce califat-là va amener les Américains à intervenir cette fois. Obama va commencer à donner des ordres de bombardement en Syrie comme en Irak contre Daesh, septembre ou fin août 2015. Donc on a une intervention militaire maintenant directe, mais seulement contre Daesh et non pas par rapport au conflit lui-même ou par rapport à une certaine solution de ce conflit, même si c'était en utilisant la force, mais ce n'était pas le cas. Malgré cela, le régime était en train de perdre des zones qu'il contrôlait, malgré l'arrivée de troupes iraniennes, malgré le soutien russe, malgré le manque de soutien que l'opposition recevait. Le régime était en septembre 2015 en contrôle de 18% seulement du territoire. Et c'est à ce moment-là que Vladimir Poutine, président russe, décide d'intervenir militairement pour sauver le régime, mais également pour montrer la puissance russe, le retour de Moscou au niveau de la scène internationale. C'était juste après l'Ukraine, donc il voulait confirmer ce retour-là pour dire, voilà, aucune solution d'aucun conflit ne peut se faire sans Moscou. Et par rapport à la Syrie c'est un ancien allié de l'Union soviétique, c'est le 7e client au niveau des marchés d'armes de la Russie, c'est également le seul pays dans le Moyen-Orient où les Russes ont une base militaire navale à Tartous, sur le littoral syrien, donc sur la Méditerranée, et puis il va y avoir depuis une autre base, une deuxième base militaire, qui est une base aérienne russe également. Donc c'est un enjeu stratégique important pour Moscou, et vu le manque de fermeté occidentale internationale, les Russes vont intervenir et vont modifier le rapport de force. Ils vont réussir à sauver Assad, et puis à imposer dans certaines zones un nouveau rapport de force en bombardant l'opposition et en l'affaiblissement d'une manière assez dramatique. Puis été 2016, et les choses aboutissent après un an d'intervention et de bombardement russe à un changement de contrôle sur le terrain. Le régime récupère avec ses alliés des zones qu'il avait perdues dans les précédentes années. Les quartiers est d'Alep tombent après avoir été quasiment détruits. La population d'Alep-Est est déportée. Dans certains cercles et dans les médias, on se réjouissait du départ de ces gens-là, parfois par naïveté et par bonne intention, parce que c'était important de les sauver de l'enfer dans lequel ils vivaient, mais la déportation d'une population civile est, selon le droit international, un crime de guerre. Donc c'était un crime de déporter les populations civiles d'Alep, un crime qui s'ajoute à bien d'autres dans ce conflit-là. Et depuis 2016, d'ailleurs, les négociations ont repris politiquement, sans succès, mais avec un régime qui se sent moins menacé, avec les Russes qui se sentent en puissance, et avec l'Iran qui commence maintenant à être inquiet à cause de Donald Trump et à cause de ses politiques qui sont pas seulement imprévisibles, mais qui peuvent aller dans toutes sortes de directions, de menaces, de contradictions. Il veut s'allier à la Russie en Syrie, mais en même temps il dit qu'il faut combattre et affaiblir l'Iran, bien que les Iraniens et les Russes sont alliés en Syrie. Donc c'est très contradictoire comme message, mais ça inquiète un peu les Iraniens qui ne savent pas à quoi s'attendre dans les prochains mois. Donc la Syrie aujourd'hui est une scène de plusieurs hésitations politiques, d'incertitudes politiques. Il n'y a pas une possibilité de trouver une solution d'une manière facile, on pourra en parler peut-être lors de notre discussion. Et il y a surtout un territoire fragmenté, avec une intervention militaire turque qui a débuté il y a quelques mois. Durant ce même été-là, l'armée turque essaye à la fois d'empêcher les milices kurdes d'établir une continuité territoriale dans le nord du pays qui pourrait imposer une autonomie kurde que les Turcs ne souhaitent pas voir, et en même temps pour repousser Daesh loin de la frontière turque et pour essayer de s'imposer comme l'acteur le plus efficace dans la lutte contre Daesh, afin de négocier avec Russes et Américains de nouveaux acquis dans l'enjeu régional que connaît la Syrie. Donc c'est un conflit qui a changé de nature, de caractéristiques. Aujourd'hui, la Russie et l'Iran sont les deux protecteurs du régime, avec des milices chiites
qui viennent du Liban, de l'Irak, de l'Afghanistan pour soutenir ce régime-là. Du côté de l'opposition, il y a une opposition qui n'est pas tout à fait unifiée, avec des laïcs, des nationalistes, des islamistes, qui sont soutenus politiquement par l'Occident, mais moins fermement que le soutien russe et iranien au régime. Ils sont soutenus politiquement également par l'Arabie Saoudite et le Qatar, mais avec moins d'intervention ou moins de présence, puisque la frontière jordanienne est fermée. Et il y a les djihadistes, qui sont le troisième acteur, l'électron libre, donc Daesh, qui continue à contrôler une partie du pays. Le bilan, je pense que vous connaissez un peu les chiffres. La Syrie est un pays de 23 millions. Aujourd'hui, il y a 13 millions de Syriens sur 23 millions qui ne vivent pas chez eux. Il y a 7 millions de déplacés internes et il y a 6 millions de déplacés à l'extérieur du pays, c'est-à-dire de réfugiés. Où sont ces réfugiés politiques-là? Où sont ces réfugiés de guerre, avant de les considérer réfugiés politiques? 4 millions, ou voire 5 millions parmi ces 6 millions-là, sont dans les pays autour de la Syrie. Premier pays qui accueille les réfugiés syriens, c'est la Turquie, avec 2,8 millions de réfugiés, 2 800 000 réfugiés syriens se trouvent en Turquie. La Turquie, c'est un grand pays avec plus de 80 millions d'habitants. Jusqu'à maintenant, ils arrivent à gérer plus ou moins la situation. Mais beaucoup de Syriens qui sont en Turquie essayent de partir de la Turquie vers l'Europe. On peut en discuter pourquoi, quelles raisons, comment l'Europe réagit, les murs qui commencent à apparaître sur la frontière bulgare, les camps où ils sont bloqués en Grèce. Mais la Turquie est le premier pays qui reçoit les réfugiés. Deuxième pays est le Liban. Il y a 1,1 million de réfugiés syriens au Liban. Sauf que le Liban, c'est un petit pays où il y a 4,5 millions d'habitants. Donc, pour 4,5 millions d'habitants libanais, il y a aujourd'hui 1,1 million de réfugiés syriens qui s'ajoutent à 350 000 réfugiés palestiniens qui sont au Liban depuis 1948-1949, qui s'ajoutent à 50 000 réfugiés irakiens et soudanais. Donc pour 4,5 millions de Libanais, il y a 1,5 million de réfugiés, comme si à peu près on parle de 15 à 20 millions de réfugiés qui arrivent en France. Vous pouvez imaginer comment les débats seront si jamais c'est le cas. Pour l'instant, en France, il y a 14 000 réfugiés seulement, 14 000, et déjà on ne parle que de ce sujet et de comment ils sont en train d'envahir le sol français. Au Liban, 1,1 million. Évidemment, je ne dis pas que leur condition elle est correcte au Liban, loin de là. Il y a beaucoup de discrimination, beaucoup de racisme envers eux, mais il y a aussi beaucoup de solidarité, beaucoup d'initiatives, et ils sont, malheureusement pour eux, dans une incertitude. Est-ce qu'ils vont pouvoir rester? Est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer? Est-ce qu'ils vont partir ailleurs? On va voir. La Jordanie est le troisième pays, avec près de 700 000, et ça continue. Donc 6 millions à l'extérieur. Les destructions sont terribles. Il suffit de voir comment les villes et les espaces urbains sont aujourd'hui. Ça, c'est dans la ville de Homs. Ça, c'est la ville de Daraya, à côté de Damas. Ça, j'ai remarqué que la photo figure sur le background du flyer. Est-ce que vous avez une idée de la photo? Où elle a été prise, cette photo? Et pourquoi il y a autant de monde? Non? Non? C'est Damas. C'est Damas. C'est en fait le camp palestinien de Yarmouk. Le camp palestinien de Yarmouk, c'est le plus grand camp de réfugiés palestiniens qui a été établi dans les années 50 à Damas. Ce camp-là n'existe plus aujourd'hui. Il a été complètement rasé, détruit par l'aviation, par les missiles, par l'armée du régime. Et il y a 2 quartiers maintenant qui sont contrôlés par Daesh dans ce camp-là. Mais il a été détruit, rasé, assiégé avant l'émergence de Daesh. Cette photo, d'ailleurs, elle est d'avant l'émergence de Daesh. Ça, c'est une queue. Ça, c'est des gens qui attendent l'aide humanitaire que les Nations Unies, l'ONU, devaient leur fournir. C'est-à-dire l'aide d'enfants, couches, aspirine ou paracétamol, des calmants de douleur, de l'eau et quelques je veux dire, paquets avec de la nourriture. C'était une queue juste pour attendre parce qu'ils ont été assiégés et affamés pendant près de 2 ans. Et puis,
La majorité sont partis, certains ont disparu dans les geôles, d'autres sont morts, mais le plus grand camp de la diaspora palestinienne dans le monde arabe, c'était ce camp-là de Yarmouk qui a été complètement rasé et détruit. L'opposition l'a contrôlé pendant 2 ans, c'est pour ça qu'il a été assiégé, bombardé et sa population affamée. Donc ça c'est une des photos icônes un peu de ce que veut dire le siège. Et jusqu'à maintenant, il y a 500 000 Syriens qui sont assiégés par l'armée du régime dans différentes zones du pays. Le conflit a fait plus de 206 000 victimes civiles. Dans les médias, ils avancent souvent le chiffre de 400 000, 350 000, parfois ils parlent de 500 000, parce que ça compte les militaires également, des 2 camps, des 3 camps. Il y a un demi-million de morts en Syrie, mais la moitié, ou un peu plus que la moitié, sont des combattants, du côté du régime, du côté de l'opposition, comme parmi les djihadistes. Au niveau des civils, ceux qui sont comptés, ceux qui sont vérifiés avec leur nom, sont 206 923 civils. Qui fait le compte? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est pas crédible? Alors, le conflit syrien, c'est le conflit le plus documenté de l'histoire. Pas toujours le mieux documenté, mais le plus documenté de l'histoire. Il y a des millions d'images, des millions de vidéos, il y a des centaines, des milliers de volontaires syriens, et parmi leurs amis, qui travaillent chaque jour sur les funérailles, les enterrements, sur les vidéos, vérifier si la personne dans la vidéo est morte ou pas, appeler les secouristes qui l'ont sauvée pour savoir quel a été son destin, qui compte à chaque fois qu'il y a un raid aérien ou un bombardement, combien de personnes ont été tuées, combien de personnes ont été blessées. Donc il y a un compte qui se fait, parfois pas dans les meilleures conditions, mais il nous donne un peu une idée des responsabilités, de qui tue qui, parce que c'est pas vrai quand on dit on ne sait plus qui tue qui en Syrie. Ceux qui disent cela, c'est pour ne pas se positionner, c'est pour rester neutre et pour ne pas dire qu'il y a des responsabilités. On sait aujourd'hui que le régime est responsable de 92% des victimes de ce conflit-là, civil, que les forces russes qui ont bombardé sont responsables d'à peu près 2% des victimes, que l'opposition armée est responsable de 1,85% des victimes, encore une fois, civiles. Je ne parle pas des militaires. Il y a du côté de l'armée du régime plus de 120 000 morts. Il y a du côté de l'opposition plus de 130 000 morts. Mais je parle des civils. Il y a Daesh et les groupes djihadistes ont tué 1,8%. Ceux qui ne sont pas déterminés sont 1,49%. La coalition internationale, donc les États-Unis et autres qui bombardent Daesh, en bombardant Daesh, ont tué 945 civils, donc 0,46% des victimes de ce conflit. Et les milices kurdes ont tué 529 civils, donc 0,25%. Donc ça montre un peu les responsabilités. Il y a après pour les enfants, pour les femmes, pour le corps médiatique, le corps médical, à peu près les mêmes taux de responsabilité. Et au niveau de la torture, l'archipel de la torture, comme Human Rights Watch a appelé la série, Amnesty a publié récemment un rapport sur l'industrie de la mort dans les geôles du régime. Et puis il y a un photographe militaire qui avait fait défection, qui a exfiltré plus de 50 000 clichés de 6 à 7 000 corps de personnes tuées sous la torture. Il y a un livre qui documente cela, qui a été publié en France, qui s'appelle le dossier César, par une journaliste française, Garance Lequesne, que certains peut-être connaissent, et qui a fait un excellent travail de revoir et de parler avec des gens qui ont survécu la torture, des gens de famille dont les proches ont été morts sous la torture, de reconstituer un peu cette scène-là, qui est un crime contre l'humanité. Voilà la série d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai parlé d'une fragmentation d'un territoire. Tout ce qui est en vert, c'est l'opposition. Tout ce qui est en jaune, c'est les milices kurdes. Tout ce qui est en gris, c'est Daesh ou les djihadistes. Et tout ce qui est en rouge, c'est le régime et ses alliés. Sauf qu'il faut préciser que dans les zones que contrôle Daesh, il y a peu de population. Même si la carte montre une grande surface que contrôlent les djihadistes, mais la seule zone peuplée, c'est à l'est, autour du fleuve l'Euphrate. Le reste, c'est un désert. Donc les djihadistes contrôlent une population moins nombreuse que dans les autres régions et de villes moins nombreuses, moins peuplées. Une grande partie de leur contrôle est désertique. L'enjeu de l'Euphrate est important parce que l'Euphrate, c'est un fleuve qui traverse la Syrie vers l'Irak, vers Mosul.
la ville de Mossoul où se déroulent les combats maintenant. Donc pour eux, c'était important de contrôler cette zone-là qui leur permet des allers-retours entre l'Irak et la Syrie avec la mobilité de leurs troupes. Ça, c'est la même carte, mais avec ce qui montre les zones fertiles, agricoles. C'est ce que je disais, quand vous voyez le gris foncé, c'est autour de l'Euphrate et autour des lacs reliés à l'Euphrate. Pour le reste, c'est un désert. Les zones en rouge foncé, en vert foncé, en jaune foncé sont les zones agricoles, sont les terres fertiles et habitées dans les zones de contrôle des autres acteurs du conflit. Ça, c'est les axes routiers contrôlés par telle et telle forces armées, parce que c'est important pour les militaires, ça montre la fluidité, la possibilité de passer d'une zone à l'autre. Donc il y a un avantage clair là pour les forces du régime et de leurs alliés. L'opposition contrôle toujours 13,4% du territoire syrien. Le régime et ses alliés contrôlent 21,1%. Donc après l'intervention russe, ils sont montés de 18% à 21,1%. Mais ça comprend les villes importantes. Et il y a dans les zones contrôlées par le régime beaucoup plus de population que dans les zones contrôlées par les autres acteurs. Ceux qui défendent le régime en France, les propagandistes du régime syrien et certains experts autoproclamés de la Syrie disent que ça c'est une preuve que la majorité des Syriens sont avec le régime puisqu'ils vivent dans les zones qu'ils contrôlent, sauf qu'ils ne nous disent pas que dans ces zones-là, ils ne sont pas bombardés. Les gens qui vivent dans ces zones-là ne sont pas bombardés, ni par l'aviation du régime, ni par les missiles Scud, ni ils sont affamés et assiégés et étouffés. Donc c'est normal que beaucoup de gens fuient et sont déplacés internes. Ils trouvent refuge dans ces zones-là et souvent, ce sont des familles sans les hommes. Pourquoi sans les hommes? Parce qu'ils ont peur que les hommes soient arrêtés, torturés, exécutés, ou ils ont peur que les hommes soient arrêtés et envoyés à un service militaire obligatoire. Ils se trouvent sur un front, soit ils tuent, soit ils se fait tuer. C'est un choix terrible. Donc une grande partie des déplacés internes quittent vers les zones du régime pour ne pas être bombardés, mais sans les jeunes et sans les hommes qui restent soit assiégés, soit qui partent vers l'extérieur du pays, soit ils sont des combattants aussi, soit ils sont morts, parce qu'il y a beaucoup de familles maintenant sans hommes. L'homme était un combattant, ou il a été mort sous la torture, ou tout simplement il a disparu. Les milices kurdes contrôlent 18,6% et Daesh contrôle toujours près de 47% du territoire, mais encore une fois, un territoire désertique dans la plupart de ces zones. Quels enjeux? Les enjeux sont très nombreux. La Syrie est aujourd'hui là où plusieurs intérêts internationaux sont présents. Les Américains, les Russes, Daesh, les Iraniens. L'Arabie Saoudite a également ses priorités. Elle veut à tout prix contrer l'Iran et ne lui pas permettre une expansion territoriale plus importante. Qatar était impliqué pendant quelque temps. La Turquie est impliquée maintenant directement. Et ce qui est nouveau, c'est que la plupart des acteurs internationaux ont maintenant des troupes en Syrie, sauf les Occidentaux et l'Arabie Saoudite et le Qatar. La Russie, elle a des troupes, l'Iran, elle a des troupes, ça c'est du côté du régime. La Turquie a des troupes, un acteur qui est contre le régime, mais qui cherche des compromis avec les Russes et avec les Américains. Les Américains, ils ont une présence aérienne importante et ils commencent maintenant à envoyer des troupes dans les zones que contrôlent les milices kurdes, en préparant, ou bien en prétendant qu'ils préparent l'assaut final contre Daesh dans la ville de Raqqa. Donc, après avoir été des acteurs derrière la scène, une grande partie des acteurs de la région, comme du monde, sont en Syrie aujourd'hui, ce qui complique évidemment les solutions politiques et les négociations qui se déroulent à Genève depuis 2012. Je pense que c'est demain la reprise d'une nouvelle phase de ces négociations-là, ne progresse pas. Il y a toujours la question de la transition politique qui crée l'obstacle principal. Comment on va tourner la page des Assad? Évidemment, Assad ne le souhaite pas et le régime a tout fait pour que cela ne se passe pas. Les Russes et les Iraniens ne le veulent pas non plus. L'opposition le réclame, mais elle n'a plus les moyens de l'imposer. Donc on est dans une impasse totale. Et je finis là. Ce qui est plus important peut-être que la solution politique elle-même et comment elle va être négociée, c'est une question qui doit, je pense, interpeller les sociétés civiles, les étudiants, les professeurs, les militants politiques, partout dans le monde, la question de l'impunité.
Comment peut-on, après 500 000 morts en Syrie, considérer qu'on tourne la page facilement, on fait de la politique normalement, avec ceux qui sont responsables de la mort, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, comme si rien n'était. Comme si, dans cette région du monde, la justice n'a pas son mot à dire, comme si dans cette région du monde, les gens ne sont pas protégés par le droit international, ils ne sont pas protégés par les conventions de Genève, ils ne sont pas protégés par la Cour pénale internationale, La Haye et Nuremberg, qui ont été actifs après plusieurs conflits, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre en Yougoslavie, plusieurs autres conflits, ne sont pas sollicités pour voir comment on peut, en négociant une solution politique, parler de justice en Syrie. Sans justice, avec le règne de l'impunité, le problème dans le Moyen-Orient de ce qu'on appelle radicalisation, extrémisme, terrorisme, ne sera jamais réglé. Parce que tant que les gens se sentent abandonnés par la communauté internationale, tant que les gens sentent qu'ils sont à la merci de criminels de guerre qui restent au pouvoir pendant de longues décennies, tant que les gens pensent que le monde est capable de faire des affaires, de normaliser politiquement avec des tyrans, avec des criminels, il y aura toujours des moyens pour des groupes nihilistes qui viennent, que ce soit sous le nom d'islam ou sous d'autres prétextes, et disent, voilà, on va leur faire la guerre, on va les combattre, vive le djihad, parce que la justice, ils ne la veulent pas pour nous, et donc utiliser une propagande, démagogique évidemment, mais qui se base sur une injustice réelle qui est faite, avec une impunité réelle, qui n'est pas seulement dans le cas syrien, même si elle est la plus flagrante aujourd'hui, mais qui est aussi dans toute l'histoire du conflit israélo-palestinien, qui est aussi dans l'histoire de toutes les guerres en Irak, qui est aussi l'histoire de toutes les dictatures dans le monde arabe, de l'Arabie Saoudite jusqu'à la Tunisie de Ben Ali, jusqu'à Moubarak, jusqu'à tous les régimes que vous souhaitez énumérer et mentionner. Il y a eu une histoire d'impunité, de normalisation, de banalisation du mal, de banalisation du crime de guerre, comme si cela fait partie de l'histoire et de la réalité de cette région. Et cela peut aussi nourrir, si on a parlé du nihilisme d'un côté, ça nourrit également le racisme de l'autre. Tant que l'autre, celui qui habite dans cette région-là, n'a pas les mêmes droits à la protection universelle des droits de l'homme, du droit international, des conventions de Genève, il est toujours cet autre différent, effrayant, qu'on préfère ne pas voir s'il est en difficulté, et qu'on essaye juste de gérer des affaires économiques et des intérêts avec ses dirigeants. Et d'ailleurs, les réactions par rapport à la Syrie sont extrêmement inquiétantes à ce niveau-là, parce que chez beaucoup de gens, que ce soit au niveau de certaines catégories de la gauche française, comme occidentale, comme arabe, on n'a pas voulu voir le peuple syrien pendant 6 ans. Tout ce qu'on disait, un complot, c'est les États-Unis derrière tout ça. Le régime Assad est un régime laïque, progressiste, qui lutte contre l'impérialisme, il ne faut pas du tout le déstabiliser. Tout ce qui se passe, c'est le pétrole et les pipelines. Donc les Syriens étaient invisibles. Le peuple syrien, dans sa souffrance, dans son courage, dans sa lutte, était invisible. Et ça, c'est à mon avis honteux, si on parle de solidarité humaine, si on parle de soutien au peuple dans leur lutte, aux jeunes dans leur lutte, dire aux Syriens qu'on connaît mieux que vous ce qui doit se faire chez vous, que nous savons la réalité des choses. Nous, qui habitons dans ce pays ou dans d'autres pays, ont plus de maturité politique pour vous dire ce que vous devez faire. C'est un mélange d'ignorance et d'arrogance qui n'aide pas du tout à se comprendre mutuellement et à créer une solidarité mutuelle entre les sociétés civiles, entre les militants, entre des gens qui considèrent qu'ils sont de gauche, qui sont engagés de manière internationale. Même au niveau de catégories politiques aussi, dans la famille de droite, de dire tout le temps que c'est Assad ou Daesh, c'est Assad ou les djihadistes, c'est également un raccourci avec une ignorance totale qui méprise les Syriens et qui considère que les Syriens ne sont que des pions d'un tyran ou des pions de djihadistes barbares. Or, les Syriens ne sont pas comme ça. C'est un peuple avec une diversité politique, avec une histoire culturelle. Des millions et des millions de Syriens se battent contre Assad et contre Daesh. Les limiter à cette équation-là, c'est aussi une volonté de ne pas les voir,
C'est une volonté de prendre des décisions faciles. Oui, mais Assad c'est mieux que Daesh, même si c'est un criminel, il vaut mieux avoir un criminel cravaté qu'un criminel barbu. Donc on fait de la politique avec Assad et on bombarde Daesh. Cela ne mènera pas à une solution politique, cela n'arrêtera pas le terrorisme, il va le nourrir, car même si Daesh est battu militairement, et je n'ai pas de doute, Daesh, dans quelques années, va être battu militairement, mais les racines du mal, les racines qui mènent à l'émergence chaque 10 ans d'un phénomène barbare, comme celui de Daesh aujourd'hui, comme celui de Al-Qaïda avant, tant que les racines sont là, il n'y a aucune raison pour que dans 10 ans, il n'y aura pas une autre forme de Daesh qui va créer de nouvelles vagues de terrorisme. Tant que les solutions politiques, tant que le minimum de justice, tant que la fin de l'impunité ne sont pas à l'ordre du jour, tant que les responsables dans le monde utilisent un discours facile pour justifier leur inaction, ou leur paresse, ou leur arrogance, malheureusement, nous serons loin de la fin des cycles de violence. Le monde arabe vit aujourd'hui un moment d'incertitude, mais c'est un moment fondateur pour après. Soit on rate tous ensemble, et pas seulement les sociétés arabes, ce moment-là, et nous paierons tous ensemble les conséquences, soit une solidarité internationale, avec encore une fois un minimum de justice, pourra le remporter pour rendre la lutte contre le terrorisme, contre la haine, contre le racisme, contre toutes sortes de malentendus, et pour arrêter également les vagues de réfugiés, pour que les réfugiés syriens puissent rentrer chez eux, ce qui est un intérêt pour eux, parce que c'est très difficile de ne pas vivre chez soi, dans des conditions difficiles, et c'est important également pour les sociétés concernées par ce problème. Pour que tout cela soit possible, je pense que nous devons voir le Moyen-Orient d'une manière différente, voir la Syrie d'une manière différente, et penser comment on peut faire, chacun et chacune, autour de lui, avec ses amis, avec ses élus locaux, avec les politiques, avec les journalistes, comment on peut faire pour essayer de montrer plus de solidarité, plus de compréhension de ce qui se passe là-bas, et envers ceux qui vivent depuis 6 ans une catastrophe humanitaire qu'on n'a pas connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, pas parce que le Rwanda, le génocide là-bas était moins terrible, ou parce que d'autres guerres ne l'ont été, non, mais parce que par rapport à la durée, pendant 6 ans, et par rapport à la population du pays, et par rapport au fait qu'on voit chaque jour en direct ce qui se passe, et malgré cela, nous ne réagissons pas peut-être à la hauteur de ce qui se passe, ça c'est le drame des Syriens aujourd'hui, et je suis désolé si j'ai dépassé le temps. Je vous remercie de toute façon pour votre attention, et évidemment je serai ravi d'essayer de répondre à toute question ou à tout commentaire que vous avez. Merci.